Bonjour, alors troisième vidéo de mécanique, cette fois on va s'intéresser aux trois lois de Newton. Alors, petit historique, à peu près comme dans tous les domaines des sciences, évidemment les idées sur la mécanique ont évolué. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote disait que force et vitesse étaient indissociables. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir de mouvement sans force et inversement. Grand changement au XVIIe siècle avec les expériences de Galilée sur la chute des corps et de Newton, qui vont contredire cette idée. Alors, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc ici, on va avoir une expérience qui est faite à l'intérieur de la navette spatiale et une personne souffle sur des billes de masses différentes. On voit que quand il arrête de souffler, la bille continue pourtant de bouger. Donc sans force, on a mouvement. Pareil sur cette partie-là. Donc on peut avoir vitesse sans force. Pour Newton, la révélation se fit par l'étude d'un mouvement d'un objet sur un lac gelé, ce qui était à peu près du même genre que ce qu'on vient de voir sur la vidéo, avec évidemment des forces qui se compensent. Alors, Newton énonce du coup sa première loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'inertie, que vous avez vu en seconde. Que dit-il? Dans un référentiel galiléen, tout système soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Donc c'est ce qu'on peut se constater ici sur les deux exemples. Donc à gauche, un avion qui va se déplacer de façon rectiligne avec une vitesse constante, et les forces évidemment portant ces poids qui se compensent. À droite, une balle posée sur une table, donc immobile, et les deux forces qui s'appliquent sur cette balle, pareil, se compensent. Il nous dit aussi que la réciproque de ce principe est vraie, c'est-à-dire que si on voit un objet immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, on peut en déduire qu'il n'est soumis soit à aucune force, soit à des forces qui se compensent. Alors, vitesse et force ne sont plus directement liées donc. Et comment déterminer le mouvement à partir des forces exercées sur le système? Donc ça va être tout l'intérêt de la deuxième loi de Newton. Alors les constatations, avec une même force, il est plus facile de mettre un vélo en mouvement qu'un camion. On peut faire la même constatation dans le cas pour les arrêter. On a vu aussi sur la vidéo avec les trois billes hein, que plus la bille était lourde, plus c'était difficile de la mettre en mouvement. Donc cette deuxième loi de Newton, elle va mettre en relation donc la variation de vitesse, parce que c'est ce qui représente la mise en mouvement, et la variation de vitesse, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est l'accélération. Donc cet énoncé se traduit par la somme des forces exercées sur le système, donc somme des forces exercées par le système, est égale à la dérivée, donc d sur dt c'est toujours la dérivée, de p qui est la quantité de mouvement qui est un vecteur et qui s'écrit m, la masse du système, multiplié par v, le vecteur vitesse du système. Alors, une application déjà directe, qui sera quasiment toujours le cas en terminale, si la masse du système est constante, on voit que le dp sur dt, la dérivée de la quantité de mouvement, est égale au produit de la masse par l'accélération. Et donc, par conséquent, la loi de Newton s'écrit, la deuxième loi de Newton s'écrit, somme des forces exercées sur le système égale la masse du système fois son accélération. Alors, si on le met sous la forme accélération égale somme des forces sur la masse, on voit bien la correspondance avec les observations, c'est-à-dire que plus la masse est importante, pour une même force, l'accélération sera plus petite, donc plus difficile de mettre un corps de grande masse en mouvement. Une application importante de la deuxième loi de Newton se fait lorsque le système est isolé, donc qui veut dire aucune force, ou pseudo-isolé, qui signifie que les forces se compensent. Donc dans les deux cas, on a somme des forces égale vecteur nul, hein, puisque ce sont des vecteurs, les forces, c'est le vecteur nul ici. On en déduit que la dérivée de la quantité de mouvement est aussi égale au vecteur nul, hein, puisque la somme des forces est égale à la dérivée de P. Si la dérivée de P est nulle, mathématiquement, ça signifie que le vecteur P est constant. Donc constant, pour un vecteur, ça veut dire direction constante, sens constant, valeur constante. Alors ce cas, il sera utilisé souvent dans le cas où il y a deux parties. Donc vous voyez ici, celui qui est projeté, le canon avec l'obus qui est projeté, le déplacement de ce MMU dans l'espace, ou le décollage de la fusée de la navette spatiale. Hein. Des gaz projetés, un obus projeté, de l'eau projetée, deux parties, et on peut donc écrire en général ce qu'on a écrit avant, P constant, sous cette forme-là. Donc la somme des quantités de mouvement avant
est égale à la somme des quantités de mouvement après. Voilà. Troisième loi de Newton, alors elle s'appelle aussi le principe des actions réciproques, on l'a souvent appelé principe de l'action et de la réaction, mais désormais c'est plutôt action réciproque pour bien montrer que ces actions elles ont lieu en même temps et pas à la suite l'une de l'autre. Alors que dit-il? Il nous dit que la force exercée par A sur B est égale à l'opposé de la force exercée par B sur A. A et B étant deux systèmes, hein. Voilà les phrases qui correspondent aux notations. Alors plusieurs exemples, hein. Quand on s'appuie sur un mur, ben, la force exercée par l'homme sur le mur est égale à l'opposé de la force exercée par le mur sur l'homme. Pareil en ce qui concerne un livre posé sur une table, hein, la force exercée par la table sur le livre est égale à l'opposé de la force exercée par le livre sur la table. Grand intérêt de ce principe des actions réciproques, puisque c'est grâce à lui que l'on peut marcher, hein. S'il n'y avait pas cette action réciproque du sol sur le pied au moment où on pousse sur le sol, on ne pourrait pas avancer. Essayer de marcher sur un lac gelé, justement, sur une patinoire, c'est très difficile. Et enfin, donc, même quand les actions sont à distance, comme entre la Terre et la Lune, hein, la force exercée par la Lune sur la Terre est égale à l'opposé de la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc voilà, ça se termine la troisième vidéo. Merci, à bientôt.